Bonjour Mathieu Pigasse. Bonjour. Vous êtes président du groupe Combat, je l'ai dit. Combat, c'est Radio Nova, ce sont les inrecuptibles. Vous êtes aussi banquier d'affaires. On vous doit la lumière du chaos pour une société du possible. Je vous propose tout d'abord de nous donner votre regard sur l'économie du monde. On a parlé du chaos. Alors le chaos en ce moment, c'est la guerre. Bon, les industries de défense fonctionnent bien. Qu'est-ce que ça vous inspire ? Ça m'inspire qu'effectivement, le monde est en plein chaos et ce chaos, il se décline de différentes façons. C'est le fracas du monde, la guerre, qu'elle soit en Ukraine, au Moyen-Orient ou ailleurs. C'est évidemment le chaos climatique avec le réchauffement de la planète. Et c'est enfin et surtout ce à quoi vous faites allusion, c'est-à-dire le chaos économique et social, celui que l'on connaît ici en Europe et en France particulièrement, celui d'un système capitaliste à bout de souffle, que j'avais déjà d'ailleurs qualifié à bout de souffle dans ce livre il y a quelques années, et qui se caractérise pour moi par une chose, qui est l'explosion des inégalités. Alors, je crois qu'il est nécessaire que vous repreniez ce commentaire qu'on vous a très souvent demandé, Mathieu Pigasse, comment un banquier d'affaires peut considérer que le capitalisme est à bout de souffle. Bon, d'abord, moi, je m'amuse toujours, et notamment ici, à France Culture, qu'on cherche à mettre les gens dans les cases. Hein. Je fais différentes choses, et d'ailleurs, vous l'avez dit, je suis un entrepreneur, j'ai confondé Media One avec Xavier Niel et Pierre-Antoine Capton, j'organise des festivals de rock un peu partout en France, de rap d'ailleurs. On a le plus grand festival de rap, Golden Coast. J'investis aussi dans les médias et en effet, je fais de la finance. Moi, j'y vois aucune contradiction, hein, si vous en voyez une. Je pense au contraire que ça me donne une compétence particulière sur ces sujets, je dirais. Et c'est parce que je connais ce système que je peux, et que j'en fais partie, que je peux en parler comme je le fais. Et puis, j'ajoute quand même une chose, Guillaume Erner. On définit un homme parce qu'il est et par ses actes. Et moi, mon engagement, il est constant maintenant depuis des années. Vous avez cité mon dernier livre, mais j'en ai écrit 4 avant. J'ai publié de très nombreuses tribunes. Et à chaque fois avec une cohérence, je dirais, idéologique très grande, qui est le refus de l'austérité systématique et les conséquences des inégalités. Pourquoi ? Attendez, je continue parce que je voudrais répondre à votre question, cher Guillaume. Pourquoi ? Parce que le métier de banquier qui est le mien, en fait, il consiste essentiellement à conseiller des pays en détresse financière, c'est-à-dire des pays qui ont connu précisément les ravages de l'austérité. Et ça m'a conduit à voyager un peu partout dans le monde, que ce soit en Amérique latine. J'ai conseillé l'Argentine avant Milei, je précise. En Europe, j'ai conseillé la Grèce au moment de sa faillite, ou l'Ukraine d'ailleurs, mais également en Afrique. Et j'ai vu, dans ce métier-là, effectivement, les ravages de l'austérité. Alors moi, la compétence qui est la mienne, bien oui, je veux la mettre au service de l'intérêt général, là où d'ailleurs un autre banquier l'avait probablement mise, cette compétence, au service des ultra-riches. Vous voulez parler d'Emmanuel Macron. Par exemple. Vous êtes un peu en Taquin, rivalité taquin. mimétique. Vous êtes un peu en rivalité mimétique avec Emmanuel Macron. Non, pas du tout. Si, vous avez des destins semblables. En tout cas, vous êtes tous deux banquiers d'affaires. Il n'a pas fait encore, je crois, de festival, enfin au sens produit ou organisé de festival de rap ou de rock, à ma connaissance. Laissez-lui le temps. Je lui laisse le temps, bien sûr. Il aura quelques années après l'Élysée. Mais non, je ne voyais pas de contradiction. Enfin, c'est à vous et aux auditeurs de juger s'il y a une contradiction. Ce qui m'intéressait, en fait, la finance est perçue comme étant à la base des inégalités aujourd'hui. Vous êtes d'accord ou pas ? Oui, elle peut. Enfin, il y a la bonne finance et la mauvaise finance. La mauvaise finance, c'est celle qui est la finance spéculative, qui en effet contribue par, elle tourne sur elle-même, si vous voulez. Donc, elle contribue en effet à former les inégalités. Et puis, il y a quand même la bonne finance. La bonne finance, c'est le carburant ou l'électricité, si vous voulez, de l'économie. Il faut de la finance pour faire tourner une économie, mais il faut distinguer entre les deux. Alors oui, pour répondre à votre question et quand même venir sur le cœur du sujet, à mon sens, qui est le sujet d'aujourd'hui, les inégalités, on est dans une situation que je trouve absolument insupportable et insoutenable. Les inégalités, elles ont explosé au cours des 20 ou 25 dernières années. Et je voudrais dire, moi, je le souligne de manière, j'allais dire, régulière depuis maintenant une vingtaine d'années. Je vous donne juste quelques chiffres, quand même, pour qu'on les ait tous en tête. Au cours des 25 dernières années, les 1% les plus riches dans le monde ont capté à peu près la moitié de la richesse créée dans le monde. À l'inverse, les 50% les plus pauvres ont pris seulement 1%, ont capté seulement 1%, ont bénéficié à hauteur de 1% seulement de la richesse dans le monde. Ce qui est vrai dans le monde
est vrai en France. En France, les 10% les plus riches contrôlent plus de 50% du patrimoine national. La richesse, le patrimoine, il est très largement hérité. 60% du patrimoine détenu par les Français aujourd'hui provient de l'héritage. On a donc une société figée. Le résultat de ça, au même moment, plus exactement, vous avez 10 millions de Français, 15% de la population, qui vit sous le seuil de pauvreté, c'est-à-dire avec 1200 euros par mois, et qui ont de plus en plus de difficultés. C'est même pas à finir le mois, c'est à franchir la moitié Bon, du mois. Je dis une chose, ce système, en effet, il est à bout de souffle, il est intenable et il faut agir. Et alors justement, donc, c'est d'autant plus vrai, je voudrais juste ajouter un point, qui est que les ultra-riches, pour revenir sur eux, la grande finance, appelons-la comme ça, on fait sécession. Il y a un séparatisme fiscal. C'est-à-dire, c'est inconcevable d'imaginer que dans ce pays où 10 millions de Français vivent sous le seuil de pauvreté, vous avez des milliardaires qui paient 2 fois moins d'impôts relativement que le Français en bon, alors moyenne. maintenant qu'on a fait ce constat, quand vous dites il faut en finir avec ce système à bout de souffle, donc votre ennemi c'est la finance, vous feriez quoi à la place des gouvernements ou alors à votre place si vous étiez conduit à gouverner ce pays, Bah, Mathieu Pigasse? la première chose à faire, l'urgence absolue, c'est le partage des richesses. C'est de dire que cette situation, et je ne vais pas revenir dessus, mais Non, non, elle est intenable. le constat, on est tous d'accord, mais alors vous faites quoi? Je partage d'abord les richesses. Le partage des richesses, c'est, par exemple, mettre en place une taxation, pardon, des ultra-riches. Mais Mettre en quel place un type? Une taxe système... Zuckman? Oui, exactement, une taxe Zuckman ou du type Zuckman. C'est arriver à mettre en place un système fiscal plus juste. C'est pour moi une des conditions essentielles de la démocratie. Mais ça ne suffit pas. Il va falloir dégager des marges de manœuvre budgétaires et financières, notamment pour remettre en état les services publics. Les services publics, c'est le patrimoine de ceux qui n'en ont pas. Il est inacceptable que partout en France, on le voit et on le sait tous, les services publics soient en déshérence et qu'on ait ce sentiment de Mais déclassement alors vous collectif. faites... C'est-à-dire qu'au déclassement individuel dont j'ai parlé tout à l'heure, s'ajoute un déclassement collectif des services publics qui ne répondent pas à ce qu'ils devraient être. Mais alors L'école, comment vous faites la santé, le concrètement? logement. Comment vous faites concrètement? Je vous demande les solutions parce que les problèmes, il se trouve qu'hier, nous avons fait une émission sur ce thème, Faisons décrivant... ensemble une émission sur les dé- solutions. Mais par exemple, c'est de refuser la fatalité, de refuser le fatalisme, de dire «Ah, on peut rien faire». Je suis fasciné, moi, que D'accord, mais le alors vous faites gouvernement... quoi, Mathieu Pigasse? J'y arrive. Je suis fasciné que ce gouvernement, le gouvernement de la France, septième puissance mondiale, ait la peur de son ombre sur les sujets budgétaires et financiers. Je dis par exemple, il est possible de dégager des marges de manœuvre budgétaires. Je dis l'équilibre budgétaire, par exemple, ça doit être ni un totem ni un tabou, c'est pas une fin en soi, ça doit pas être fait au détriment des plus vulnérables ou des plus fragiles. Et donc, il est possible de dégager des marges de manœuvre, par exemple, pour mieux financer les services Bon, publics je suis prêt à vous au faire service confiance, des plus fragiles. mais concrètement, on fait Mais quoi? je vais expliquer comment on fait. Regardons les dépenses et les recettes rapidement. Les dépenses, bien, vous donnez une priorité absolue aux dépenses dites prioritaires. Je l'ai dit, santé, logement, sécurité par exemple, et vous mettez une croissance zéro sur les autres dépenses. En matière de recettes, moi j'en ai marre d'entendre dire il faut mettre en œuvre des mesures d'austérité. Je vous donne 3 pistes, puisque vous voulez des pistes. La première, les niches fiscales. On est un pays dans lequel il y a 85 milliards d'euros chaque année de niches fiscales, c'est-à-dire de préférences fiscales, qui vont toujours d'ailleurs aux mêmes, toujours les plus riches. C'est ça que j'appelais tout à l'heure le séparatisme fiscal. On peut très certainement en supprimer une partie. Deuxième piste, les aides publiques aux entreprises. Il y a 210 milliards d'euros d'aides publiques aux entreprises. Est-ce qu'elles sont toutes... Certaines sont sûrement nécessaires. Est-ce qu'elles sont toutes nécessaires? Probablement non. On est déjà à 300 milliards. Rajoutez ensuite des mesures fiscales du type Zuckman, 20 milliards, ou Dutreil, revenir Le sur le pacte pacte Dutreil, qui coûte 5 milliards, entre 5 et 6 milliards chaque année. Mais qui n'est pas là pour rien non plus. Il Il est n'est là pas pour là la pour rien. Il y a transmission des beaucoup entreprises. d'abus. Il y a beaucoup d'abus. On voit d'ailleurs que son montant a considérablement augmenté au cours des dernières années. Mais ce que je veux dire simplement, c'est l'idée que je veux faire passer, c'est il n'y a pas de fatalité. Il est possible de changer les choses. Rien n'est jamais figé. C'est une question de volonté et de vision. Et donc on peut l'avoir. On peut l'avoir en matière budgétaire, on peut l'avoir en matière financière. C'est une question aussi de concurrence internationale. Si vous faites ça, vous le savez bien, les entreprises iront ailleurs. Il y aura un certain nombre de conséquences économiques à ces changements de politique Mais fiscaux. pourquoi donc? Pourquoi cette espèce de discours comme ça, fataliste, on peut rien faire? Je vais vous donner un exemple que j'ai vécu. En 1997, le gouvernement Jospin arrive au pouvoir
précisément parce que la droite, sous le gouvernement d'Alain Juppé, considérait que c'était impossible de se qualifier à l'euro, il n'y avait pas de croissance, les déficits budgétaires étaient trop importants, on n'allait pas y arriver, etc. Bon, voilà, typique de ce discours, c'est fichu, pardon, c'est foutu, on peut rien faire. Qu'est-ce qui a été fait à l'époque? À l'époque, on a dit, bon, allez, on va se retrousser les manches et on va y aller. Et notamment, on a mis en place une surtaxe sur l'impôt sur les sociétés, entre 15 et 25% de plus payés par les entreprises pour assurer la qualification à l'euro. Avant de la mettre en place, on a entendu exactement le discours que vous venez de tenir. Ah non, mais tout le monde va partir, etc. Il ne s'est rien passé. Aucune entreprise est partie. Les profits des entreprises ont été à peine diminués et nous avons été qualifiés à l'euro. Et d'ailleurs, c'est la démonstration même qu'on peut à la fois gérer et réformer. Et c'est ça que je trouve formidable dans la gauche du gouvernement. D'ailleurs, dans l'enseignement de cette période, c'est celui-ci. On peut gérer et réformer. On a géré comme il fallait à l'époque et on a réformé de manière profonde. Donc si je vous suis, On peut changer la vie, oui, c'est ça, exactement. Un Mathieu Pigasse président, ce serait un Mathieu Pigasse fiscaliste. Et non, pas du tout. Il y a ce que je dis en effet sur ces sujets, et c'est là où la compétence financière peut servir, c'est que à nouveau, il n'y a pas de fatalité, il y en a marre de ces discours, on peut rien faire. Oui, on peut agir, oui, il est possible de faire, mais il y a plein d'autres sujets dont il faut s'occuper. Moi, je pense qu'il faut d'abord apaiser, rassembler, fédérer la société française. Il y a une polarisation, on en parlera peut-être dans la deuxième partie, qui me paraît évidemment excessive. Sur Il faut l'économie, retrouver... vous avez 118% d'endettement en France, vous avez 5% de déficit, donc on a compris, vous agissez sur les niches fiscales. Mais sur la dette, par exemple, vous voyez, je suis désolé, on dialogue, c'est pas une contradiction, mais là aussi, c'est un discours qui à la fois... Parce que vous êtes spécialiste des dettes souveraines. Exactement. Donc, j'ai géré d'ailleurs dans le passé la dette de l'État français. Tout le discours fataliste, fin du monde sur la dette française, je ne l'ai jamais compris. Vous dites par exemple, il y a le ratio dette sur PIB, comme on l'appelle communément, est de 118%. Oui et non, en réalité. Parce que quand vous faites ça, vous rapportez, et pardon de cette explication technique, mais un stock de dette à un flux qui est la richesse créée chaque année, le PIB. En réalité, ça n'a pas de sens de comparer un stock à un flux. Il faut comparer un stock à un stock. Dans ce cas-là, rapporter la dette, c'est-à-dire le passif, à l'actif, c'est-à-dire l'ensemble de notre patrimoine national, 20 000 milliards. Et dans ce cas-là, le ratio, le taux que vous avez donné, il n'est plus de 115%, il est de 15%. La charge de la dette, par exemple, dont on nous dit, ah là là, on ne peut plus rien faire parce qu'elle est trop importante, là encore. Si au moins on peut chasser les discours fatalistes, c'est pas mal. Vous truquez un peu les choses. Je vous donne la réalité économique. La dette à long terme, vous m'avez dit que j'étais compétent sur ces sujets. Alors, vous êtes compétent, mais je peux vous poser des questions. Je peux vous poser des questions. Alors, avec bonheur. Donc, je voulais juste vous signaler, et vous le savez aussi bien que moi, que la dette à long terme, elle sert à financer des dépenses à court terme, et que ça, c'est pas très orthodoxe. Non, mais moi, je dis qu'évidemment, il faut mettre la dette sous contrôle, mais je dis les discours sur la fin du monde, il faut arrêter, si vous voulez. D'ailleurs, c'est typique des gens qui n'ont pas cette compétence, ou des politiques, pardon de le dire comme ça, cette compétence économique, et qui se soumettent à la loi du marché. Enfin, soyons objectifs ce matin, soyons réalistes. Il n'y a aucun problème de liquidité, aucun problème de solvabilité sur la dette française. Non, mais il y a un problème, il y a un problème d'intérêt. Il y a un problème d'intérêt sur la dette française. Le service de la dette augmente. Les gens savent très bien, les financiers savent très bien que nous sommes solvables, mais ils savent très bien que les Français devront payer plus pour assurer cette solvabilité. Vous m'autorisez là encore à répondre. Enfin, bien sûr, oui, vous êtes là pour ça. Il va falloir rester un peu plus longtemps, mais non, c'est un sujet que je trouve passionnant, la charge de la dette. On nous dit, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, on nous dit elle augmente, elle est très forte, etc. C'est un peu plus de 2% du PIB aujourd'hui. Dans les années 90, juste pour vous donner une idée, elle était de 6% du PIB. Je ne sais pas si vous voyez l'écart. Et pourtant, vous savez quoi ? On est toujours là. Regardez, on est ici ce matin ensemble, on a survécu. Donc, il faut, franchement, l'idée, moi, que je veux faire passer, c'est, oui, c'est possible, tout est possible, mais il faut une ambition, un souffle, une vision et au fond, un projet politique. Donc, en tout cas, alors, je note une chose, c'est que depuis le début... je suis en train de vous dire que vous construisez une plateforme de gouvernement ou en tout cas un projet politique et effectivement, vous vous acquiescez. Vous êtes là non seulement en tant que banquier d'affaires, dirigeant du groupe Combat, mais aussi en tant que... Vous aimez cette expression. Mais pour moi, c'est pas du tout... Je suis pas dirigeant du groupe Combat, pardon. Je suis l'actionnaire et le propriétaire. Il y a un dirigeant qui est Emmanuel. C'est une belle expression. La société, je ne suis pas anticapitaliste, la société a besoin de banquiers. Je suis heureux d'en recevoir un. J'aimerais en recevoir beaucoup plus, mais par contre, vous voulez aujourd'hui peser en politique. Absolument.
Absolument, oui, tout à Alors fait. là, Moi, je là pense... j'aimerais que vous développiez. Non, non, je vais développer en effet, je l'ai dit tout à l'heure, j'ai un engagement, maintenant ancien, hein, 4 livres, de très nombreuses tribunes, une constance, enfin que vous avez entendu d'ailleurs, je pense ce matin Oui, puis ça sur fait il longtemps n'y a pas de que nous fatalité, avons il n'y la a pas de possibilité de fatalisme, discuter ensemble. l'austérité exactement, toujours avec bonheur d'ailleurs, les inégalités sont devenues insoutenables et je dis, bah, aujourd'hui, on est arrivé à un moment de bascule économique et social, j'y reviens pas, on en a parlé, mais pour moi, c'est une bombe placée au cœur de la société, les inégalités, et un moment de bascule politique, parce que le Rassemblement national, l'extrême droite, est aux portes du pouvoir. Et donc, je pense que s'engager aujourd'hui, c'est une question de devoir et de responsabilité. Et donc, je considère qu'en effet, il faut s'engager dans cette bataille et mener cette bataille à la fois, j'allais dire, contre le Rassemblement national, mais ça m'intéresse pas de mener un combat contre, c'est plutôt un combat pour la France, en réalité. Le biais politique, Jean Lémarie, le PS a-t-il un projet? 600 mesures ou 800 mesures, est-ce que ça fait un projet? Car le Parti socialiste a un projet ou un début de projet. Il l'a présenté hier, le fruit d'un an de travail, coordonné par l'eurodéputé Chloé Ridel, qui est proche d'Olivier Faure. Pendant 1 heure, on a presque, je dis bien presque, oublié les batailles internes pour savoir qui sera candidat, ou plutôt comment sera désigné le candidat, s'il faut une primaire ou pas, avec qui s'allier ou pas. Pendant 1 heure, du fond, du projet, avec un seul message: oui, le Parti socialiste travaille. Voilà donc le projet, pléthorique, plus de 140 pages. Dans quelques mois, il sera plus court. Là, c'est une première base, un pot commun, une boîte à idées. Les adhérents du PS vont faire le tri et voter avant l'été. À eux de choisir. Les mesures, je vous en donne quelques-unes. Le pouvoir d'achat, le SMIC à 1 690 € net. La retraite, abrogation de la réforme d'Elisabeth Borne. Abrogation et pas seulement suspension. L'âge légal ramené à 62 ans. Plus question d'un objectif à 60 ans comme dans le programme du nouveau Front populaire. L'éducation, pas plus de 19 élèves par classe. Pas question de supprimer des postes d'enseignants. La sécurité, reconstruire une police de proximité. La fiscalité, l'impôt plancher de Gabriel Zucman, bien sûr, et un impôt sur les grandes successions. Bon, et il est chiffré ce projet? Pas du tout. Il n'est pas chiffré. Le PS explique que ça viendra plus tard quand le projet sera finalisé. Et là, attention, car jusqu'à la présidentielle, les partis et les candidats vont rivaliser de propositions. Il faudra regarder précisément comment ils les financent. Question majeure, car d'un côté, les besoins sont immenses, besoin d'investissement. D'un autre côté, vous le savez, la France est très endettée. Dans 1 an, elle le sera encore. Personne ne doit l'oublier. Sur ce point, pour l'instant, le PS est très silencieux. En attendant, il insiste sur sa nouvelle vision, son fil conducteur, la liberté, Guillaume. Un thème de gauche pour le parti d'Olivier Faure. La liberté de choisir sa vie individuellement et collectivement. Il y a 50 ans, le PS voulait changer la vie. Aujourd'hui, il propose de choisir sa vie. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Il promet tout de même une rupture et il prend parfois les accents de Jean-Luc Mélenchon contre ce qu'il appelle un capitalisme de prédation et les forces impérialistes, identitaires et climato-sceptiques. L'écologie, dans cette nouvelle phase, est beaucoup plus présente, comme chez Mélenchon. C'est une évolution, mais pour autant, au PS, pas question de coller à la France insoumise, pas question d'opposer par exemple une nouvelle France et une ancienne France. Le PS promet l'unité dans un nouveau socialisme. Et au passage, il enterre le concept de social-démocratie, concept dépassé selon la députée Chloé Ridel. François Hollande n'apprécie pas. Dans Le Parisien ce matin, il le dit, les socialistes auraient avantage à rester socialistes. Bon, mais qu'est-ce qu'ils vont retenir les électeurs? C'est la question. Une de ces propositions ou aucune. Ou ce concept de liberté assez fourre-tout, à vrai dire, bien loin du quotidien. Les socialistes cherchent leur boussole. Mais si vous aimez les concepts, sachez qu'il y a aujourd'hui un deuxième projet, ou plutôt une deuxième vision en ce moment au PS, la démarchandisation. Nos vies ne sont pas des marchandises. C'est le titre du nouveau livre de Boris Vallaud, le chef des députés socialistes, adversaire d'Olivier Faure dans le parti. Le livre paraît demain, au Seuil. C'est un manifeste contre la société de marché, cette société où tout devient payant. Boris Vallaud cite beaucoup Karl Polanyi, économiste et philosophe. Son projet, ne plus seulement réguler le capitalisme, mais séparer ce qui relève de la vie et ce qui relève du commerce. Il fait des propositions sur la gestion publique de l'eau, des autoroutes, ou encore, sujet important, sur un pôle funéraire public, pour ne pas que la mort devienne une marchandise comme une autre, quand certaines sociétés de pompes funèbres profitent de leur situation.
Boris Vallaud n'a pas prévu de grand plan de nationalisation façon 81, mais pour lui, sur tous ces sujets, il est urgent de reprendre le contrôle. Alors, pas d'illusion, très vite au PS, les vieilles habitudes vont reprendre le dessus, les batailles internes pour la présidentielle, les jeux d'appareil, mais reconnaissons-le, entendre parler du fond fait du bien. Alors vivement les autres projets dans les autres partis, à gauche, au centre, à droite, qu'on puisse les regarder, les évaluer et les confronter. Du concret et des idées, nous en avons besoin. Merci beaucoup, Jean-Lémy Marie. Écoutez, on va faire réagir notre invité à ce que vous venez de dire. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Mathieu Pigasse, vous venez de dire que vous étiez prêt. Moi, je suis obligé de rappeler que vous êtes le dirigeant, ou plutôt l'actionnaire du groupe donc Combat, qui possède les médias, Radio Nova, également les Inrocks, que vous êtes banquier d'affaires, vous avez soutenu le NFP. Une réaction à ce que vient de dire mon camarade Jean. Une réaction ou deux réactions. La première, je trouve que c'est une bonne chose que le Parti socialiste et la gauche travaillent sur le fond. On leur a suffisamment reproché de ne pas le faire. Donc je trouve que ça va évidemment dans la très bonne direction. Mais maintenant, une réaction de fond sur le thème de la liberté, dont on a dit, j'ai entendu à l'instant que c'est un concept fourre-tout. Je dois vous dire que je suis en désaccord avec cette notion de concept fourre-tout. Je pense qu'en réalité, c'est un concept clé. C'est en effet un terme qui appartient à la gauche et qui est profondément lié aux inégalités. Je vais prendre juste quelques minutes pour essayer d'expliquer pourquoi. La gauche, pour moi, c'est le refus de ce qui est. C'est le refus des situations acquises, des rentes et des privilèges. C'est l'affirmation qu'il est possible de changer les choses. C'est l'affirmation que rien n'est jamais figé. Et au fond, pour moi, d'ailleurs, c'est la différence de manière simple, entre la droite et la gauche. La droite, elle gère l'existant. La gauche, elle considère qu'on doit, et on peut et on doit changer cet ordre existant. Et ce qui fonde cet engagement, le mien, et ce rapport à la gauche, c'est la conviction, et j'arrive à la notion de liberté, que les inégalités, c'est pas un phénomène naturel, c'est un phénomène social. C'est la société qui crée les inégalités. C'est au fond le hasard de la naissance qui fait qu'on discrimine et qu'on trie entre les gens ou selon les gens en fonction précisément du hasard de la naissance, c'est-à-dire le genre ou l'origine géographique, sociale, professionnelle, familiale, etc., ethnique parfois. Et donc, je pense que la mission première de la gauche, c'est précisément de refuser cette fatalité et de corriger ces inégalités. Ça signifie quoi concrètement maintenant ? Ça signifie qu'il faut effectivement travailler à donner la possibilité à chacun d'agir sur sa vie, de pouvoir changer sa vie. Et c'est en changeant sa vie qu'on peut changer la vie. Il faut donner à chacun la possibilité de pouvoir agir, de ne plus être objet de sa propre vie, mais sujet de sa propre vie. Au fond, de ne plus subir, mais d'agir, de redonner du pouvoir de vivre. Alors oui, cette notion de liberté, en ce sens, elle me paraît essentielle. Jean-Lémy Marie, une réaction. Là-dessus, vous êtes tout à fait en phase avec la conception du Parti socialiste aujourd'hui. C'est une conception qui a été développée hier lors de la présentation de ce projet. Mais derrière ce mot, encore une fois, qui recouvre des centaines de propositions dans le projet initial, est-ce qu'on n'est pas très loin du quotidien, Mathieu Pigasse ? Mais pas du tout. On touche au contraire au quotidien. J'ai essayé d'expliquer rapidement la différence entre la droite et la gauche. Je vais prendre maintenant une autre comparaison et une autre image. On voit bien, on est à un moment de bascule, je l'ai dit tout à l'heure, avec une extrême droite qui est aux portes du pouvoir. Et au fond, il y a une autre grille de lecture que celle ancienne maintenant, droite-gauche, qui est ouverture-fermeture. Et je dis, il y a deux conceptions de la société qui s'affrontent aujourd'hui, dans le monde et en France particulièrement. Une conception fermée, qui est celle de la droite radicale, du repli sur soi, de la fermeture des frontières, des esprits, et une conception beaucoup plus ouverte d'acceptation de l'autre, de la différence. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que ces deux conceptions du monde, elles touchent à notre vie quotidienne, pour revenir sur votre point, de la naissance à la mort. Et ça, c'est le rapport à la liberté. La naissance, c'est le rapport à l'avortement. La mort, c'est le rapport à la fin de vie. Et entre les deux, c'est tout l'exercice des libertés. Et notamment l'accès à des besoins, pour moi, essentiels de services publics. J'en ai cité tout à l'heure. La santé,
le logement, la sécurité, l'éducation. Et il faut que vous compreniez, ici et ailleurs, que sans partage des richesses, sans, à nouveau, c'est une obsession chez moi, j'en suis désolé, lutter contre les inégalités, il ne peut pas y avoir d'exercice des libertés. On n'est pas libre quand on ne peut pas se loger. On n'est pas libre quand on n'a pas d'éducation. Vous comprenez ça? On n'est pas libre quand on ne peut pas se soigner. Et donc, il y a un rapport évident, très important, entre la liberté et la vie quotidienne. Et alors, donc, vous, quand vous entendez ce programme du PS, vous vous dites quoi? Vous dites... Vous dites qu'il faut que je me calme un peu, c'est ça? Non, pas du tout. Non, Ouais. non, j'apprécie au contraire votre dynamisme, Mathieu Pigasse. J'aimerais juste savoir, vous nous aviez dit il y a quelques minutes que vous envisagiez de vous présenter à la présidence de la Non, République. j'ai pas dit ça, moi. Je l'ai entendu. Je l'ai entendu, je l'ai entendu dans votre voix. Ah, vous l'avez entendu. Non, je vais le dire différemment. Pourquoi le dire différemment? Pourquoi ne Bah, pas parce que dire je les dis choses les choses telles qu'elles sont, surtout Guillaume Erner. Je vais vous dire les choses telles que moi je les vis, je les pense et je les ressens. Ce que je pense, et je l'ai déjà dit, donc je me répète, on est à un moment de bascule. J'ai engagé les forces qui sont les miennes et moi-même dans un combat, on va peut-être y revenir, qui est cette bataille culturelle. On peut y revenir maintenant. On va y revenir, mais je veux juste dire, et peut-être c'est ce à quoi vous faites allusion, je n'exclus rien. En effet, ce que je veux dire par là, c'est que je me mets à la disposition de la gauche, au sens la plus large possible, pour essayer d'être utile. Et on verra quelle forme ça prend le moment venu. Traduisez-nous cette phrase de Mathieu Pigasse. Ça veut dire quoi? Cette phrase, Mathieu Pigasse, je n'exclus rien. J'ai l'impression de l'entendre absolument tous les jours, à gauche, mais aussi à droite. Moi, je suis pas Est-ce sûr que que vous c'est pas un entendiez mon discours tous symptôme? les jours. Non, je parle pas. je Non, crois je pas. parle On de est cette heureux de phrase. l'entendre. Je suis à la disposition du pays. Combien de fois l'entend-on en ce moment? Alors, c'est pas ce que j'ai dit là aussi. J'ai dit, je suis à la disposition de la gauche et donc derrière du pays, en effet. Mais est-ce que la Non, mais c'est la politique réalité, fonctionne si vous comme voulez. ça? Non, mais écoutez, moi je suis pour l'instant, et pardon de cette expression triviale, mais dans mon couloir de nage. Vous l'avez dit, je suis un propriétaire d'un groupe de médias engagé dans une bataille qui est cette bataille culturelle. Moi d'ailleurs, j'ai pas découvert cette bataille culturelle il y a une semaine. Ou il y a 6 mois. Je me rappelle avoir donné une interview en 2015, il y a 11 ans, au journal JQ. D'ailleurs, c'était Léa Salamé qui avait pris, qui m'avait donné cette interview, et j'avais mis comme le titre de l'interview était Vincent Bolloré est un prédateur. J'ai aucune obsession avec Bolloré, j'en ai marre, elle me fatigue cette comparaison. Mais j'ai dit juste voilà, mon couloir de nage aujourd'hui, c'est la bataille culturelle. Cette bataille culturelle, elle est essentielle pour gagner la bataille électorale. C'est ma conviction profonde, et donc il faut aller la mener. C'est la bataille des thèmes, des expressions, des idées, des valeurs. On est en train d'ailleurs d'une certaine façon de la gagner. Quand je vois... Non, alors Radio Nova... Les auditeurs ne peuvent pas voir le visage de Guillaume Erner. Non, parce que je Pourquoi on est suis en train- étonné. Radio Nova a d'excellents résultats. Les audiences radio témoignent d'une montée significative de votre radio, mais à l'échelle du pays, dans les sondages... Mais vous voyez, c'est un peu comme tout à l'heure. C'est pour ça que je trouve cette discussion très intéressante sur l'économie, la finance, etc. Je disais, il n'y a pas de fatalité. En matière, disons, politique, et par exemple, dans cette bataille culturelle, il n'y a pas de fatalité non plus. Moi, vous pouvez dire que Radio Nova est petit, c'est vrai, on a 30 émetteurs en France. Non, mais je ne vous fais pas ce procès, mais je dis on a 30 émetteurs en France, France Inter en a 600, RTL Europe 1 en ont 300, mais ce que je trouve très intéressant et révélateur, c'est ce sur quoi je veux insister, c'est quand même, on est une petite radio et on a aujourd'hui 1 600 000 auditeurs chaque jour. On fait plus 400% d'audience en 2 ans. Je ne cherche pas à faire la publicité de Radio Nova. Ce qui m'intéresse, au fond, c'est ce que ça dit. C'est que dit ce succès d'audience. Pour moi, il dit la chose suivante. C'est d'abord et avant tout un symbole, celui du positionnement de Nova, qui a toujours été à contre-courant, à la marge. C'est une radio qui ne ressemble à aucune autre. Mais c'est aussi autre chose. C'est autre chose. Et cette autre chose, c'est la liberté de ton, l'impertinence, l'insolence, l'ouverture, la diversité. Et on voit bien que ce ton-là fonctionne et qu'il y a une envie, un besoin, un désir. Je pourrais dire la même chose d'un autre média qu'on a lancé avec l'Humanité, Blast et Street Press, s'appelle Combat, qui est un hors-série pour combattre l'extrême droite. On l'a tiré à 10 000 exemplaires au début de manière modeste, on en est à 80 000 exemplaires, on en vendra peut-être 100 000 exemplaires. Ça montre que il n'y a pas de fatalité et que quand on se bat, quand on combat, on peut gagner. Bon. Et justement, vous parlez de la diversité, de la liberté de ton. Je vais vous faire entendre une chronique d'Hakim Omiri. Vous la connaissez bien. Moi, je vous avoue que cette chronique me pose problème. On écoute un extrait de cet humoriste qui anime l'émission La Riposte sur Radio Nova. Comment
qu'est-ce que j'apprends? Que vous voulez pas qu'il y ait d'enquête parlementaire sur les pédocriminels complices de l'État? Bah après, c'est un métier, hein. Donc, pour Yael, qui, je le rappelle, au passage, a annoncé son soutien inconditionnel à Israël, pour elle, l'affaire Epstein, agent du Mossad, c'est pas important. Non, mais je le rappelle comme ça, au cas où, parce que voilà, après, ça n'a peut-être aucun lien, j'en sais rien, je suis humoriste, perché, voilà, perché. La droite, c'est les premiers à dire, si t'as rien à te reprocher, je vois pas de quoi t'as peur. Faut coopérer, accepter les caméras, les contrôles, les fouilles, et là, non. Bah alors, Yael, si t'as rien à te reprocher, de quoi t'as peur? Quand c'était pour enquêter sur les liens entre LFI et les islamistes, ça l'a pas dérangé, hein. Enquête qui a juste ridiculisé la droite et gaspillé notre oseille. Mais là, non, on n'enquête pas. Yael, elle a plus peur des musulmans que des pédocriminels, apparemment. Je vous avoue, je ne comprends pas du tout le début de cette chronique, où je le comprends trop bien. Et c'est-à-dire, lorsqu'il y a une association entre Yael Braun-Pivet, le Mossad et Epstein, quel est le sens de cette association? Écoutez, c'est toute la difficulté avec l'humour, c'est qu'on peut trouver une blague drôle, pas drôle, on peut rire ou ne pas rire. Et c'est pas moi qu'il faut interroger sur le sens de cette chronique, c'est Hakim Omiri. Mais je voudrais dire la chose suivante, parce que j'entends ce qui est derrière votre propos, Oui, bien évidemment. Pour moi, c'est un propos antisémite. Voilà, exactement, je l'entends. Et je voudrais dire la chose suivante. D'abord, le principe qui prévaut chez nous, et je tiens à dire, dans le respect de la loi, c'est la liberté d'expression. Elle est totale en interne et en externe, dans le respect de la loi. Ce qui compte, ce sont les faits objectifs. Nous n'avons eu aucun signalement, et je tiens à le dire en tant que propriétaire de ce groupe Combat, aucune action judiciaire, aucune plainte, aucun commentaire de l'Arcom. Mais surtout, vous me permettez d'apporter une précision, une précision, ça ne l'est pas, de faire une clarification très importante. Rien, moi, en tout cas, ne m'est plus étranger que l'antisémitisme. Je voudrais juste quand même, permettez-moi sur ce sujet sensible et important, d'apporter cette précision. Je suis un républicain laïque et universaliste. J'ai toujours condamné l'antisémitisme et toute forme d'oppression, de discrimination. J'ai toujours condamné sans ambiguïté J'en suis absolument. Je vous en remercie. J'en suis absolument convaincu, mais je suis obligé d'apporter des correctifs suivants. Libé a fait une enquête sur votre radio, sur Radio Nova, et je lis par exemple qu'Hakim Omiri, dans son émission, dit qu'il n'est pas Charlie. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de dire, voilà, chez nous, la liberté d'expression règne, dans une émission où l'animateur principal dit qu'il n'est pas Charlie? Pour moi, pas Charlie, ça veut dire pas liberté d'expression. Non, la liberté d'expression, je le redis, elle est totale. La meilleure preuve d'ailleurs, c'est qu'on en discute là. Elle est totale en interne. D'ailleurs, c'est ce que dit, et au fond, c'est ce que montre cet article de Libération. Et elle est totale en externe. À nouveau, dans le respect de la loi. On peut y passer des heures, on peut trouver à nouveau une chronique de l'humour drôle ou pas drôle. C'est pas que l'humour est drôle, pas drôle. Ça, je m'en fiche. Je fais pas de casting d'humoriste. Mais si vous voulez, on voit très bien que cet humoriste joue avec la ligne jaune, et apparemment la rédaction de Radio Nova s'est émue de cette chronique et explique qu'il a des propos antisémites, homophobes. C'est dans l'article de Libé, donc je ne suis pas le seul à trouver ça, Mathieu Pigasse. Mais ce qui est étonnant, si vous voulez, c'est qu'il sait lui-même qu'il est humoriste et qu'il a une sorte de protection par ça. Il dit « je suis perché ». Il le dit dans cette chronique. Écoutez, j'ai été, je pense, d'une clarté totale sur l'antisémitisme, à titre personnel, mais vous en êtes convaincu, et sur notre antenne. Je n'en suis pas convaincu pour Hakim Omiri. Eh bien, d'abord, c'est à lui qu'il faut poser la question. Non. Je le connais bien, Hakim Omiri, je peux vous garantir qu'il n'est pas antisémite. Cette association entre Epstein et le Mossad. Epstein n'a jamais fait partie du Mossad. En revanche, il est juif. Oui, mais il faut aussi accepter parfois l'humour. À nouveau, qu'on trouve ça drôle ou pas drôle. Je peux ne pas trouver ça drôle, mais j'accepte la liberté d'expression. Écoutez, n'y passons pas des heures. Je ne veux pas y passer des heures, même si c'est un sujet qui, mais c'est un sujet qui m'est, moi aussi, très sensible, Guillaume Erner. Au-delà de ça, je vous connais un peu, Mathieu Pigasse. Je sais qu'on a une référence commune, et cette référence commune sont les Clash. Joe Strummer, pour les plus jeunes qui nous écoutent,
était le chanteur des Clash, et dans une nébuleuse punk qui était souvent assez bordélique, assez nihiliste, qui disait des conneries pour provoquer, etc., qui portait des croix gammées comme Sid Vicious, Strummer était quelqu'un qui avait une ligne politique extrêmement cohérente. Et je suis sûr que vous avez une ligne politique très cohérente. Est-ce que c'est raisonnable d'avoir ce genre de type Ma ligne sur une politique radio? sur ce sujet, et je vais vous en donner une illustration, c'est la liberté d'expression Mais non, dans, arrêtez avec dans, la liberté dans le respect de la d'expression. loi. Je vais Mais vous donner, arrêtez, vous je vais vous allez pas- donner, Bah, je vais vous moi, donner, je vais vous mais proposer, je vais vous donner une d'embaucher illustration. Gaspard Proust. Vous voulez Gaspard Proust? Bon, je suis pas sûr. Non, j'allais dire, je suis pas sûr qu'il accepte de venir chez nous. Et je suis Bon, pas mais sûr moi, je que- peux vous trouver un Gaspard Proust Oui, mais d'extrême enfin, il faut droite. que Est-ce que vous il faut que l'embaucherez? acceptiez- Il faut que vous acceptiez qu'un média, a une ligne Je l'accepte, évidemment. éditoriale. Mais alors donc c'est pas La- la liberté notre d'expression, ligne c'est éditoriale. votre ligne. Vous voulez pas embaucher un humoriste séfarade qui fasse des blagues, parce que ça tape toujours sur les mêmes. J'ai aussi un son absolument odieux sur Sophia Aram. Je veux dire, c'est une radio qui, vous avez le droit d'avoir une ligne éditoriale. Ouais, je vous en évidemment. remercie. Ouais. Non, mais je veux dire, c'est évident, on a tous des lignes éditoriales, et donc vous en avez une, mais elle tape toujours sur les mêmes. Non, et puis Sophia Aram ne nous fait pas de cadeaux non plus. Il faut que vous le reconnaissiez. J'ai lu un certain nombre de Je vais déclarations pas, que je trouve vais pas que je diffuser trouve son. parce ni que- drôle, ni drôle. Non, c'est pas la peine, ni drôle ni agréable. La bataille culturelle, c'est pas celle-là, celle qu'on mène. Il faut pas se tromper de combat. Vous l'avez dit, je peux pas être accusé, suspecté d'un quelconque antisémitisme à aucun moment, d'accord? À aucun moment. Bon, j'ai une tolérance zéro. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont les faits. Et à ce stade, il n'y a eu aucun signalement, je le redis. Et je ne laisserai jamais passer de propos antisémites. Mais la bataille culturelle, c'est celle que nous menons contre la droite radicale et contre l'extrême droite. C'est quand même ça. Si vous voulez, les antisémites, ils sont à l'extrême droite. Il ne faut quand même pas se tromper très largement. Non. Non, Ils sont non. très largement, Non, j'ai dit. non. Oui, enfin, c'est quand même un parti né des Mais vous anciens en SS, pensez quoi, au fond, de cette question israélo-palestinienne qui enflamme les choses quand vous entendez Jean-Luc Moi, Mélenchon? j'ai été d'une clarté totale, Guillaume Erner, là encore. Je me souviens être venu au micro de France Inter au lendemain du 7 octobre, parce que figurez-vous que c'était... il se trouve, c'est le hasard, mais que quelques jours après, le 7 octobre, sortait mon livre « La lumière du chaos ». J'ai été d'une clarté totale sur les attentats lâches, odieux, terroristes du 7 octobre. J'ai dit, et je me souviens parce que je passais après Mathilde Panot au micro, elle qui refusait de qualifier le Hamas d'organisation terroriste, j'ai qualifié le Hamas d'organisation terroriste. Et je le fais encore aujourd'hui. Mais je dis juste, voyez, c'est la complexité de ces situations. Il faut que vous l'acceptiez aussi, qu'on peut dire que le 7 octobre est un attentat terroriste odieux, que le Hamas est une organisation terroriste, tout en dénonçant le génocide qui s'est produit à Gaza et en dénonçant la politique de ce gouvernement d'extrême droite, qui est le gouvernement Netanyahou. Vous voyez, on peut être pro-palestinien sans être antisémite. Ça, j'en suis évidemment Et donc, convaincu. Et donc, un peu de nuance, ça fait du bien. Dernière chose, Libé publie aujourd'hui un papier de Paul Quignot. Justement, Mathieu Pigasse se trompe de combat. Libé a fait une enquête sur votre compagne qui a un rôle dans le groupe Combat et qui, semble-t-il, voit ce rôle controversé. Et Libé dit que vous avez tenté de faire amender l'article, d'éviter que celui-ci soit publié. Jamais. Vous avez publié des SMS, vous avez envoyé des SMS à la direction de Libé, etc. Enfin, je renvoie les auditeurs à ce papier. Moi, d'abord, c'est une polémique là aussi qui me fatigue. Je vais être d'une clarté totale. Je n'ai jamais envoyé de SMS avant la parution de l'article. À aucun moment. J'ai eu aucun échange, je vais vous le répéter lentement, aucun échange avec la direction de Libération, ou le journaliste d'ailleurs, avant la parution de l'article. Après la parution de l'article, j'ai envoyé des SMS au directeur de la rédaction pour dire « c'est quand même étrange qu'un journal comme Libération fasse du mauvais voici ». Première chose, d'accord? Donc il n'y a eu aucune pression. Tous les SMS que j'ai envoyés, enfin il y en a 2, ont été envoyés après parution. Le deuxième point, ce journaliste ne m'a jamais contacté personnellement. Il a écrit, comme il devait le faire d'ailleurs, au directeur général du groupe, Emmanuel Hogg, avec un certain nombre de questions. Il a mis en copie la personne en charge de la communication du groupe, mais à aucun moment il s'est adressé à moi ou m'a adressé des questions directement. Paul Quignot le nie. Quand même. Paul Quignot le nie. Non mais attendez, c'est moi qui le nie, donc je vous le redis. Et d'ailleurs, je leur ai dit, donc je vous le redis.
Vous m'entendez? Il faut me Je regarder. je vous entends Je très vous bien. redis, Non, parce à que je suis en aucun train de- moment je ce suis en train journaliste... de relire le Oui, papier. mais peut-être c'est important ce que je vous dis. C'est Mais c'est à très aucun moment important. ce journaliste ne m'a contacté directement. À aucun moment. Il a adressé des questions à la direction générale, mais pas à l'actionnaire que je suis. Vous voyez probablement la différence entre actionnaire et direction générale. Le troisième point que je voudrais faire, c'est que je trouve... Bon, d'abord, il est normal que dans toute entreprise ou direction, il y ait des débats, des échanges. Je suis convaincu qu'il y en a ici. Il y a eu des débats à France Inter, il y en a eu à Quotidien. Il y en a eu d'ailleurs chez Media One, à C'est à vous, Mais des éclats de voix, sur etc. sur le fond de Il y en a l'affaire. d'ailleurs, il n'y a pas d'affaire déjà. Il y en a eu à Libération. Libération est un journal en crise. C'est tout à fait normal. Moi, je dis, quand il y a ce type de discussion, il faut écouter avec bienveillance. D'ailleurs, c'est ce qu'on fait, avec respect, sérénité, etc. Maintenant, sur le fond de l'article lui-même, je suis très étonné, et d'ailleurs je trouve intolérable qu'un journal comme Libération démarre un article sur, en l'occurrence, Wassila Medas, en expliquant que avant on ne savait pas d'où elle venait et elle n'a pas de CV dans les médias. Si vous voulez, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut, pour avoir une légitimité, avoir fait HEC, pour avoir des responsabilités. Ah, Ça ça veut dire relève, que vous ça l'avez- relève ça veut dire Guillaume que vous Erner, l'avez que vous le placé là. souhaitiez ou pas, ça relève du mépris de classe, ça relève du sexisme, pour ne pas dire autre chose. Je trouve ça absolument intolérable et Sur d'autant le plus sexe- étonnant, et Sur d'autant le plus sexisme, étonnant, sur Sophia et Aram d'autant dans- plus étonnant. dans- Non mais reprochez-moi ce sur que je Radio dis Nova. moi, d'accord? Et je trouve ça d'autant plus étonnant que la performance des marques du groupe Combat n'a jamais été aussi bonne. Maintenant, je termine sur ce sujet qui est vraiment, j'allais dire, picrocolin, pour dire la chose suivante. Oui, je trouve dommageable qu'à un moment où le monde brûle, à un moment où le danger, c'est l'extrême droite, deux journaux de gauche qui devraient s'allier, s'unir, en arrive là. Je trouve ça dommageable et je trouve qu'il faut clore cette polémique. Voilà. On referme la parenthèse. J'aimerais justement que vous nous expliquiez maintenant ce que vous voulez faire, Mathieu Pigasse. Changer la vie. Ça vous les a laissés sans voix. Non, je souhaitais que vous développiez. D'abord, mon camarade Jean Lémarie avait dit qu'on était à choisir la vie et non plus à changer la vie. Donc, si vous voulez changer la vie, je vous laisse conclure sur cette expression. Bah oui, moi je pense qu'il faut changer la vie. Je pense que il faut, je l'ai dit tout à l'heure, redonner à chacun la possibilité d'agir sur sa vie, reprendre le contrôle de nos vies. C'est fondamental. Et puis, partager les richesses. Pas que les richesses d'ailleurs, partager un destin, une envie commune, arrêter avec les peurs. On ne gouverne pas un pays en lui faisant peur, on ne gouverne pas un pays en jouant avec les peurs, on gouverne un pays en lui donnant de l'envie, de l'espoir, de l'ambition, du souffle. C'est ma conviction profonde. Et la France, elle est grande précisément quand elle se rassemble, quand elle s'unit. On l'a vu par exemple avec les Jeux Olympiques. Et la force de la France, à mon sens, c'est évidemment sa jeunesse, ses talents et sa diversité. Et il faut jouer avec. Et d'ailleurs, ça rebondit sur le papier de Libération. Mais la diversité, si vous voulez, en matière musicale, c'est à la fois d'avoir, je sais pas, Jul et Orelsan et Gims et Aya Nakamura. Au football, à la fois d'avoir Griezmann et Giroud, et d'avoir Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. C'est ça la France. Merci beaucoup, Mathieu Pigasse, d'avoir Merci à été vous. avec nous ce matin.